Euh, donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de reprendre la saison 2 de nos conversations digitales LHH. Ces conversations, LHH les avait lancées l'année dernière, quelques jours après l'annonce du premier confinement, pour faire face ensemble à la crise. Vous accompagner dans vos réflexions et partager aussi quelques expériences et bonnes pratiques. Notre objectif pour cette seconde saison est de pouvoir certes s'inscrire dans un contexte qui semble durer, mais aussi de se préparer à anticiper la sortie de crise. Depuis presque un an, nous traversons une période complexe liée au Covid et à ses impacts nombreux, dont ceux particulièrement qui touchent de plein fouet le monde de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous arrêter sur la population des cadres et sur les enjeux auxquels elle doit faire face. Évidemment, ce sont des enjeux liés directement à leur emploi, mais également des enjeux de leadership et de dialogue social, puisque c'est toute l'organisation du travail en général qui est touchée. Pour en parler avec nous cet après-midi, nous avons la chance d'avoir Gilles Gatto, directeur général de l'APEC. Gilles est économiste de formation. Il a baigné dans les chiffres et l'emploi tout au long de sa carrière à la NPE, au ministère du Travail, chez Air France, EDF et maintenant à l'APEC. Gilles, vous faites face, on l'imagine, à une chute des recrutements. Vous avez récemment déterminé 5 enjeux pour l'emploi des cadres en 2021 à travers l'Observatoire APEC. Vous nous partagerez vos constats et les tendances observées, tendances qui existaient déjà, mais qui apparaissent sous un nouveau jour, compte tenu de la crise que nous vivons. Également avec nous, nous avons Philippe Perret, Group Skills and Mobility Director chez Engie, autrement dit directeur mobilité et compétences du groupe. Vous avez un parcours dans l'industrie, à la SOR pour commencer, puis chez Bouygues Construction, Suez et Engie. Dans cette dernière entreprise, vous vous occupez de gestion de carrière des populations cadres, de leur développement et de leur mobilité. Chez Engie, vous êtes confronté à des métiers techniques qui se trouvent en tension et pour lesquels on peut constater une pénurie de compétences en France, mais certainement aussi dans d'autres pays. À ceci s'ajoute évidemment l'intégration du digital dans ces métiers. Vous devez donc avoir un fort enjeu d'attractivité et de rétention. Gilles Gatto et Philippe Perret, vous allez donc évoquer l'actualité pour l'emploi des cadres, les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Vous partagerez vos points de vue respectifs sur leurs conditions de travail avec nos experts, que sont d'une part Marie Bouni, directrice de la practice performance sociale chez LHH, stratégie et performance sociale chez LHH, et bonjour Marie, et Jean-Dominique Simon-Poli, directeur général de l'association Dialogue. Bonjour. Jean-Dominique a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais. Il a été dirigeant de la CGT, directeur du laboratoire social d'action, d'innovation, de réflexion et d'échange. Récemment, en 2018, avec Gilles Gatto, alors DGRH d'Air France, ils ont remis un rapport à la demande de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, intitulé « Accompagner la dynamique du dialogue social par la formation et la reconnaissance de ses acteurs ». Depuis 2003, Jean-Dominique Simon-Poli dirige, anime et développe l'association Dialogue, qu'il a lui-même créée. Sans plus tarder, je passe la parole à Sophie Pio, qui va animer nos échanges. Bonjour, merci Aurélie, ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Donc, on va commencer avec vous, Gilles. Gilles, en tant que directeur général de l'APEC, vous avez accepté de participer à notre table ronde pour parler de l'emploi des cadres. Le 10 mars 2020, il y a des premières mesures de confinement qui ont été prises pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Et un an après, quel regard finalement du point de vue de l'observatoire que représente la PEC, vous avez des enjeux actuels et à venir de cette crise? Merci Sophie, et merci à LHH d'avoir pris cette initiative autour des enjeux qui concernent les cadres. C'est important d'en parler parce que une vision un peu simpliste et fausse des choses pourrait laisser penser que finalement les cadres sont épargnés ou plus épargnés que d'autres dans cette crise, ou que les jeunes diplômés, par exemple, sont plus épargnés que les autres jeunes dans cette crise. Et ça ne correspond pas à la réalité, même si, bien sûr, la possibilité de télétravailler, par exemple, a été plus importante dans la population cadre que dans la moyenne de la population. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des impacts, et des impacts forts et difficiles de la crise que l'on traverse, à la fois sanitaire, ça on est tous un peu à la même enseigne avec cette crise sanitaire, mais
de la crise économique qui se développe aussi. Donc, nous, on le voit tous les jours à l'APEC, et c'est important de porter son regard. Ça n'enlève rien à l'attention et à la mobilisation nécessaire vers les moins qualifiés, vers les travailleurs de la première ligne qui sont moins reconnus ou de la deuxième ligne qui sont moins reconnus que d'autres. Évidemment, tout cela est nécessaire, mais ne pensons pas que parce que les cadres vont s'en sortir, entre guillemets, mieux que d'autres, ils vont s'en sortir bien. Aujourd'hui, ils sont confrontés, et les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché sont confrontés à des difficultés assez aiguës et qui demandent finalement aussi une forme d'accompagnement. Donc, c'est très bien qu'on en parle. Euh, ils sont en plus doublement concernés, les cadres. Ils sont concernés en tant que salariés dans l'entreprise et puis ils sont concernés en tant que managers qui accompagnent des collaborateurs et qui ont à faire face aussi en tant que managers à cette situation inédite qu'on a vécue tout au long de l'année 2020 et dont on n'est pas sorti encore, on le voit bien, aujourd'hui. Donc, à double titre, finalement, les cadres sont impactés et concernés par l'expérience singulière qu'on vit depuis bientôt un an. Alors, si je prends un tout petit peu de recul, à quoi vous m'invitez, hein, en disant finalement, voilà, un an après, qu'est-ce qu'on dirait? Moi, je vois plusieurs enjeux. Il y en a un, je vais commencer exprès, pas par celui de l'emploi, mais par celui de la cohésion sociale. Cette crise, elle met à mal la cohésion dans l'entreprise et la cohésion des collectifs de travail, parce que nos collectifs de travail ne peuvent plus fonctionner comme ils avaient l'habitude de le faire. On est éclaté, on a ce télétravail massif et subi qui s'est développé et qui est imposé encore aujourd'hui dans beaucoup d'activités et pour beaucoup de salariés. Alors, c'est plus 5 jours sur 5, c'est 4 jours sur 5, mais enfin, le collectif lui-même, ça fait longtemps qu'il ne peut plus fonctionner comme il avait l'habitude de le faire. Et pour les cadres, notamment les cadres managers, c'est une vraie difficulté. Quand on les a interrogés au début de l'année sur cette question et sur le télétravail, hein, puisqu'on a publié à la fin de l'année dernière une étude sur le télétravail qui montre la même chose, la question de la cohésion de l'équipe, c'est la principale difficulté dont parlent les cadres managers. Avant même la continuité de l'activité ou d'autres éléments qui peuvent être difficiles à gérer pendant ces périodes de télétravail généralisé. Le premier sujet, c'est la cohésion de l'équipe. Et ça demande des qualités, une présence, une capacité relationnelle, une capacité à gérer des tensions, des conflits à distance qui est nouvelle pour beaucoup de ces managers et auxquels ils ont dû faire face sans y être vraiment préparés. Et puis la question de la cohésion, elle n'est pas seulement à l'échelle d'une équipe ou d'une entreprise. Philippe nous en parlera peut-être à propos d'Engie, elle existe aussi plus largement à l'échelle de la société. Et là, il y a un risque quand même de ce que cette crise sanitaire finalement ait creusé un fossé entre ces travailleurs de la première et de la deuxième ligne, un peu plus exposés aux risques sanitaires, et les autres qu'on pourrait facilement considérer comme des planqués de l'arrière, derrière leur écran au chaud chez eux, ce qui serait quand même une très mauvaise façon de poser ou d'approcher cette question de la cohésion dans laquelle finalement tout le monde a subi d'une façon ou d'une autre à des degrés divers et tout le monde a besoin voilà, de maintenir aussi cette cohésion sociale dont on a vu par des épisodes antérieurs, je pense évidemment aux Gilets jaunes, qu'elle était toujours fragile dans notre société. Il y a un deuxième enjeu, alors là, ça nous ramène vers la question de l'emploi. Après celui de la cohésion, c'est celui de l'inclusion d'une certaine façon. On a, et c'est très heureux, mis en place des dispositifs très puissants pour protéger l'emploi dans notre pays avec l'activité partielle longue durée, les soutiens aux entreprises.
Cette fois-ci et dans cette crise, on a, me semble-t-il, été à la hauteur finalement de ce qu'il était nécessaire de faire, hein, ce fameux quoi qu'il en coûte. Mais ce quoi qu'il en coûte, il a bien protégé les emplois existants dans beaucoup d'entreprises et les emplois de cadres existants. Mais par contre, il a quand même fermé la porte des embauches et des entrées dans l'entreprise. On a un ralentissement très spectaculaire des embauches. Alors, je ne sais pas s'il y a un graphique pour illustrer aussi ce phénomène. Ce n'est pas celui-là, c'est le suivant. Non, ce n'est pas non plus celui-là, c'est l'autre d'après. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est celui-ci. Là, vous le voyez par exemple à travers un bon indicateur qui sont les offres d'emploi cadres déposées sur apec.fr. Apec.fr, c'est le premier job board pour les cadres. C'est à peu près 45% du marché qui est capté par les offres qu'on a sur apec.fr. Et vous voyez ce qu'a été l'évolution sur 12 mois des offres déposées sur apec.fr. On a évidemment un plongeon très brutal au moment du premier confinement, mars-avril, et puis un redressement à partir de juin. Et puis, ce qu'on pensait être une sortie de crise, on l'a tous vécu ensemble, très vite a tourné à nouveau à une forme de ralentissement dans l'été et de reprise avortée d'une certaine façon, et puis une petite amélioration progressive qui se fait depuis, et puis un plateau maintenant, et si on avait prolongé sur janvier et février, on est toujours à peu près sur ce plateau très en dessous du retour à la normale. Donc ça, le ralentissement des embauches, évidemment, ça pénalise d'abord ceux qui ne sont pas dans l'entreprise mais qui veulent y rentrer, les jeunes diplômés. Et vous avez une deuxième courbe sous les yeux, c'est celle du bas, qui donne la même évolution, mais cette fois sur les offres d'emploi ouvertes aux débutants, c'est-à-dire débutants acceptés. On ne demande pas d'expérience, donc typiquement celle des jeunes diplômés. Et là, vous voyez qu'on est autour de moins 42% sur l'ensemble de l'année, moins 30% encore à la fin de l'année. Et si j'avais tracé janvier et février, on est toujours autour de ce moins 30 et même on a même tendance à baisser un peu encore en janvier et en février. Donc, ce n'est pas juste une image de dire les jeunes diplômés sont particulièrement impactés. C'est logique par le fait que le ralentissement des embauches, c'est d'abord eux que cela pénalise. Donc, on a ce défi finalement de l'inclusion vers les jeunes. Et puis, sur l'autre extrémité de la pyramide des âges, les seniors, on ne le voit pas encore, mais on peut effectivement imaginer que le moment où les ajustements sur l'emploi se feront, hein, encore une fois, il n'y en a pas eu beaucoup en 2020 grâce à l'activité partielle, mais où il y a bien un moment où la perfusion va se retirer. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour les plus seniors dans l'entreprise? On voit bien dans les PSE qui sont en train de s'élaborer que c'est évidemment la tranche d'âge vers laquelle les départs seront les plus favorisés. Aujourd'hui, il faut le savoir, si on regarde les demandeurs d'emploi cadres inscrits à Pôle emploi, un tiers ont plus de 55 ans. Donc, on voit que ça se concentre beaucoup sur la fin de carrière. Voilà. Et puis, il y a d'autres défis sur mais on va peut-être en reparler dans vos questions suivantes, sur la qualité de vie et le télétravail de ce point de vue-là change un certain nombre de choses. Sur la mobilité professionnelle des cadres qui sont en activité, qui évidemment régresse avec la crise, mais peut-être pas dans les proportions qu'on a connues finalement dans un certain nombre de crises du passé. Et puis des enjeux autour de la réinvention du management. Alors, c'est un thème presque éculé d'une certaine façon depuis le temps qu'on dit que le management doit se réinventer. Sauf que là, cette crise à nouveau crée un effet d'accélérateur finalement dans les attentes, en tout cas telles que les managers eux-mêmes le vivent.
finalement, les entreprises, moi, ça m'interpelle beaucoup dans l'enquête qu'on a faite également à la fin de l'année dernière, où on voit qu'on a demandé aux entreprises est-ce que la crise avait changé les compétences qu'ils demandaient aux cadres qu'ils embauchent. Il n'y a qu'une minorité d'entreprises à ce stade, 16%, ce n'est pas beaucoup, qui disent que oui, elles ont changé les compétences, enfin l'énoncé des compétences attendues des cadres qu'elles embauchent. Je pense qu'il y a encore à ce stade une sous-estimation, notamment dans le management, de ce qui va devoir changer ou de ce qui ne sera plus comme avant après cette crise. Voilà, moi, rapidement, un certain nombre d'enjeux concernant spécifiquement les cadres qui me paraissent particulièrement aigus depuis un an avec l'expérience qu'on est en train de vivre. Bien, je vous remercie beaucoup. Pour peut-être approfondir un petit peu ce point-là, on avait, l'APEC sort chaque année une étude sur les enjeux de la population cadre. Dans cette étude, il ressort finalement 3 enjeux particuliers assez fortement, notamment sur le sujet de la transition professionnelle, de la qualité de vie au travail, mais aussi de la transformation des pratiques managériales. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces 3 leviers-là qui me semblent en tout cas particulièrement intéressants par rapport à la population de RH qu'on a en face de nous aujourd'hui? Oui, si on parle de ce qui change ou de ce qui doit changer dans l'expérience collaborateur des cadres, encore une fois, ils sont toujours doublement concernés en tant qu'eux-mêmes salariés, collaborateurs dans l'entreprise et puis en tant que managers. Je dirais qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout nouvelles. L'intrication entre la vie professionnelle dans l'entreprise et la vie personnelle, la vie familiale chez soi, c'est déjà une tendance que les cadres vivent depuis longtemps. Depuis qu'on a des ordinateurs portables, des téléphones portables, et même avant, où les gens ramenaient du travail à faire à la maison. Donc, ça, ce n'est pas ça l'élément nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est l'accélération que ça produit, pas seulement à la catégorie cadre, mais dans toutes les catégories de la population, dans le fait qu'on est très intriqué maintenant via le télétravail entre l'univers du bureau ou de l'entreprise et l'univers privé personnel. Je veux dire, je pense qu'on connaît tous maintenant à quoi ressemble le bureau, le salon ou la cuisine de nos collaborateurs selon l'endroit où ils télétravaillent. Et ça change quand même pas mal de choses, pas seulement en termes d'organisation du travail et des réunions, pas seulement en termes d'ergonomie du travail, même si c'est des sujets quand même qui mériteraient d'être, ou vont mériter, à mon avis, d'être posés et vont monter, celui de l'ergonomie du poste de travail quand on est à la maison, mais plus largement dans l'articulation des temps, finalement, entre le temps de vie personnelle et le temps de vie professionnelle, ce que Cynthia Fleury appelle l'indivisibilité finalement de la vie humaine, qui trouve là où je trouve à nouveau une accélération, même si ce n'est pas nouveau. Alors, les aspirations des cadres en termes de qualité de vie, de télétravail et plus encore finalement d'autonomie, parce que derrière télétravail, la question clé, c'est quand même celle de l'autonomie. Je pense que ça va devenir de plus en plus une problématique qui s'affirme, celle de l'autonomie dans le travail, à concilier avec la dimension du collectif. C'est ça le grand défi et la grande difficulté finalement à laquelle sont confrontés les managers. Le télétravail, par ailleurs, ouvre aussi des possibilités nouvelles. On le voit tous autour de nous. On le vit tous pour nous-mêmes d'ailleurs, d'une certaine façon. Ça devient un critère aujourd'hui pour 2/3 des cas dans notre enquête télétravail dont je parlais tout à l'heure, 69%. Le fait de télétravailler va ou pas, et dans quelle quantité, dans quelles conditions, devient un des critères importants dans le choix d'une entreprise. Et là aussi, du côté des entreprises, il y a un petit décalage à ce stade dans la façon de l'intégrer dans ces pratiques
recrutement et de valorisation de sa marque employeur, puisqu'aujourd'hui, on n'a que 3% des offres d'emploi, enfin on avait l'an dernier, pardon, que 3% des offres d'emploi cadre qui faisaient référence au fait que le poste proposé inclut une possibilité de télétravail. Donc on est plutôt autour de 15-20% aujourd'hui sur ce critère, mais on voit bien que ça va probablement demain tangenter les 100%. Sur la question du management, là aussi, en 2020, enfin à l'automne 2020, on avait 2/3 de cadres qui encadraient des télétravailleurs réguliers, alors que c'était à peine un tiers avant le début de la crise. Donc, cette pratique managériale nouvelle qu'il faut acquérir dans le fait de faire manager des collectifs qui sont éclatés dans l'espace, c'est aujourd'hui, pour 9 cadres sur 10, la nécessité d'une évolution managériale dans laquelle ils se sentent finalement un peu seuls et un peu démunis pour un certain nombre d'entre eux. C'est ce qu'ils disent en tout cas en matière de formation. L'attente, elle est d'abord là, elle n'est pas tellement sur les outils. Elle est vraiment sur comment est-ce que je me forme à gérer des tensions, des conflits en n'ayant pas la possibilité d'être les yeux dans les yeux avec la personne ou de s'isoler ou au contraire de traiter sur une façon beaucoup plus collective les choses. Et ça, pour les DRH, je sais qu'ils sont nombreux là connectés, évidemment. Évidemment qu'ils ont un rôle à jouer essentiel dans ces enjeux de cohésion, de recrutement, d'évolution des compétences et aussi d'accompagnement des managers et de repenser finalement les attentes et les capacités des managers dans ce contexte nouveau. Merci beaucoup, Gilles. Je vais reprendre la parole avec Philippe Perret. Philippe, vous êtes le directeur compétences et mobilité du groupe Engie. J'imagine que vous partagez totalement les enjeux qui ont été identifiés par Gilles et présentés par Gilles. Comment est-ce que ça se traduit dans un groupe industriel comme Engie ? Oui, ok, bonjour. Oui, en effet, non, complètement, je pense que c'est assez juste, avec en plus cet effet de décalage entre le moment où on fait les événements et comment on est capable de se... Et puis je partage que, enfin, moi, c'est vraiment un des éléments clés, c'est que moi, je pense qu'on est dans une accélération. Il n'y a pas des événements fondamentalement externalisés, mais c'est vraiment une accélération. C'est ça qui est... je pense que la fonction RH, de manière générale, c'est plutôt porteur d'opportunités. Alors, juste quelques chiffres. Philippe, on a un petit problème avec le son. Il y a un petit problème de son. Je ne sais pas s'il faut que vous soyez plus près de vous m'entendez là? votre micro. C'est mieux ou pas? Oui, c'est parfait. Ok. Oui, c'est mieux. Le premier sujet, pour vous donner quelques éléments de contexte par rapport à Engie, rapidement, et puis que j'ai vraiment orienté par rapport à l'emploi. Engie, on est 170 000 collaborateurs dans le monde, avec 45 000 alors manager cadre, puisque vous savez que la notion de cadre n'est pas, c'est une notion franco-française. Et on est en France à peu près un peu moins de 80 000 avec 21 000 cadres. Voilà, pour vous donner quelques chiffres clés. Et alors en recrutement, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, nous, on a maintenu, alors on a en 2020, on a maintenu 29 000 recrutements dans le monde, dont plus de 5 100 cadres. Et quand on fait un zoom sur la France, on est à 11 400 recrutements sur à peu près 2100 cadres. Donc ça veut dire qu'on est resté avec une certaine dynamique. Néanmoins, par rapport à 2019, on est à moins 20%. Mais ça veut dire Philippe, on a de nouveau des coupures. Ça va pas, on n'entend rien. Oui. On vous entend très mal. Ah bon, je suis désolé. Où vous êtes. Pourtant, c'est mieux ou... Oui, là, ça coupe. Ça coupe. Allez-y. Bon, pardon, parce que pourtant, Donc, vous n'avez pas entendu du coup les éléments que j'ai communiqués sur les Quelques-uns quand même. Quelques-uns, oui. Donc, en synthèse, on a moins 20% d'impact sur les recrutements, qui reste quand même important. Et ça, c'est important. Alors, ce que je voulais rajouter, si vous entendez bien, c'est
La particularité NJ, c'est qu'en 2016, en fait, nous avons signé un accord social européen où il nous a été demandé, en tout cas par les syndicats dans la réflexion que nous avions sur l'accompagnement de la transformation de notre groupe, de mettre en place des dispositifs d'employabilité des collaborateurs. Et c'est vrai que du coup, dans mes propos, je vais centrer sur les cadres et je rejoins tout à fait ce que dit Gilles dans le fait que finalement, un cadre, il est à la fois concerné pour lui individuellement et dans le fait qu'il manage ça. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une vision un peu globale. Voilà. Et les dispositifs d'employabilité qu'on a créés, autour de 3 dispositifs, un avec des noms assez autoportants, le premier G-Skills, qui est là pour travailler sur l'anticipation des compétences. Et c'est pour ça qu'on a fait des études, des prospectives, etc. C'est un peu ça aussi que j'ai partagé pour voir les trends que l'on voit. Le deuxième sur NJ Schools, qui travaille sur, on a 32 écoles des métiers, et c'est un enjeu majeur pour les entreprises, c'est comment nos écoles des métiers vont adapter les compétences et les évolutions. Et puis le troisième, avec une université également, qui est importante, puisque cette université aujourd'hui, elle est là vraiment pour prendre en charge les sujets dont parlait Gilles également, notamment sur le remote management et tous ces sujets. Et puis le troisième sujet, c'est NJ Mobility, qui est la dernière phase en fait de la partie carrière et de la partie évolution des collaborateurs, et sachant qu'en général, et on le constate, la mobilité est quand même beaucoup plus présente chez la population cadre que dans la population non cadre, en particulier technicien. Donc voilà, ces 3 dispositifs ont été mis en œuvre de 2016 et donc je les ai en charge. Et ce qu'il s'est passé au niveau de la crise, quand nous, on était prêts à lancer notre enquête annuelle avec les macro-trends, les évolutions des compétences au monde, et nous étions prêts à la lancer au moment du premier confinement, et donc on a dû poser le crayon. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon voilà, on ne va pas demander à nos entités de faire de la projection de compétences, ça ne va pas être possible. En revanche, ce que nous avons fait, on a commencé à voir comment on pouvait améliorer les modèles. Et surtout, à l'été 2020, nous avons mené une enquête auprès de 15 dirigeants majeurs du groupe dans le monde pour essayer de comprendre quels étaient les trends, les enjeux qui se présentaient à nous. Et je pense que c'est assez intéressant. Alors, le premier sujet d'abord, c'est que nous, on a une chance. Et heureusement, il y a un certain nombre de secteurs qui sont comme ça. C'est que la crise du Covid n'a pas d'impact sur l'emploi chez nous, parce qu'on a des métiers extrêmement résilients. Pour les métiers qui étaient directement liés à des métiers industriels avec de la maintenance, du service, c'est des métiers qui ont été résilients, c'est-à-dire qui ont baissé immédiatement, comme on le voit sur la courbe d'ailleurs, des emplois, c'est-à-dire au moment où en fait l'activité s'est arrêtée, mais qui ont remonté très très vite. En quelques semaines, on était déjà à 95% d'activité. À noter que le sujet dont il a été question, c'est-à-dire de la différence entre des cadres qui sont payés chez eux et les techniciens et les collaborateurs, on a 26% de cadres, ce qui est beaucoup dans notre entreprise, mais quand même, c'était un sujet. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des événements de solidarité, où on a donné des jours de congé, on a fait un certain nombre de choses pour justement montrer une solidarité en fait entre populations, et qui a été aussi beaucoup orchestrée syndicalement avec beaucoup de dialogue social associé. Le deuxième élément dans les trends, c'est en fait, notre cœur business, il est sur le sujet de la décarbonation, de verte, etc. Et on a eu assez peur que la crise entraîne en fait un retour à la réalité en disant c'est un sujet qu'on va décaler, on ne s'en occupe plus. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que la crise a accéléré aussi une conscience de l'importance de s'occuper de la planète. Et donc, nous, nos activités sont plutôt en accélération, en particulier en Europe. Et alors, avec un élément assez intéressant et qui était concomitant avec la volonté de la France, c'est la réindustrialisation de la France, et en particulier sur ces nouveaux métiers. On parle de l'hydrogène, de tous ces éléments-là. Quand, depuis des années, en fait, on faisait venir des technologies qui étaient fabriquées où les savoir-faire étaient à l'étranger. Donc ça, il y a aussi une conscience de la réindustrialisation qui est porteur d'emplois et d'emplois techniques. Et ça, je pense, c'est assez intéressant comme trend. Et puis, le troisième, pour moi, celui de la digitalisation, c'est-à-dire que à la fois, et ça, je pense que c'est porteur d'avenir. Alors, quand on regarde au niveau mondial la digitalisation, certains pays comme les États-Unis, tout le monde fait du e-learning depuis longtemps. Nous, c'était moins le cas. Et là, on a vraiment senti tout d'un coup une accélération où les cadres, en particulier, commencent à se reformer, se forment, voire les dispositifs de formation sont maintenant, on appelle en blended, excusez-moi, à la fois en préparation digitale et puis en séance. Et ça, c'est vraiment un trend qui est en train d'accélérer. Par ailleurs, moi, j'étais en train de mettre en place des formations full digital pour permettre en fait de former sur des métiers techniques. Et ça, on était sur des aspects culturels où les cadres étaient
plutôt opposé, d'ailleurs n'étant pas promoteur de ça. Et ça, aujourd'hui, pareil, c'est des choses qui sont en train d'évoluer et qui, pour moi, sont des traits intéressants dans l'évolution. Et puis, la dernière chose, et qui est aussi positive, c'est que, comme il a été dit en départ, il y a quand même il y a un besoin important dans le métier. Donc, on a aussi un sujet d'attractivité à mener qui reste important. Donc, je dirais que même si certains économistes prédisaient un retour en L de la crise, c'est-à-dire qu'on ne reviendrait jamais au niveau d'avant, aujourd'hui, on ne constate pas ça. Alors après, il faut être prudent par rapport à l'avenir, mais il y a quand même des industries qui sont résilientes et qui vont porter l'avenir. Merci beaucoup, Philippe. Je vais revenir vers Gilles. Gilles, on est à quelques jours de la journée de l'égalité des droits des femmes. Est-ce que l'APEC a quelques éléments, quelques données que vous pourriez partager avec nous sur l'emploi des femmes cadres? Gilles? On vous a perdu? Allô? Alors, Gâteau, vous êtes encore avec nous? Bon, alors on va continuer avec vous, Philippe, et puis on reviendra à Gilles si avec plaisir. se reconnecter. A priori, il y a eu un petit souci. Vous travaillez depuis un moment maintenant sur l'évolution des métiers. Vous l'avez partagé avec nous. Notamment aussi sur l'intégration du digital finalement dans les pratiques managériales. Au-delà de ce sujet de la digitalisation, quelles sont les compétences aujourd'hui qui sont recherchées chez les populations cadres et comment finalement on voit les requis évoluer, être un peu bouleversés et finalement, est-ce que ça touche tout le monde de la même façon? Ok, oui. Donc là, vous voyez, bon, je vais le commenter ce document. C'est vrai que a vraiment exprimé un des éléments majeurs de l'évolution, notamment sur la partie soft skills, travail à distance, etc. J'y reviendrai. Mais je trouvais intéressant de partager avec vous une enquête que nous avons menée en 2019. Et je pense que, comme il a été dit, cette enquête, elle est à la fois parce que les métiers des cadres en général et les métiers vont être impactés par la digitalisation à titre personnel, mais également dans la manière dont ils vont avoir de les gérer. Et donc, cette étude, c'est une étude que nous avons menée avec le cabinet Accenture, où on a pris l'ensemble de nos emplois au niveau d'Engie. Et vous voyez alors comment elle se lit, c'est-à-dire que les bulles que vous voyez, ce sont en fait la taille, le nombre de personnes à l'intérieur du métier, qui sont classifiées dans en fait nos grandes familles professionnelles. Et vous avez en bas la partie, la notion d'automatisation des métiers, c'est-à-dire ce qui va finalement tous les éléments qui vont entraîner des automatisations. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'apparition dans les métiers comptables de robots informatiques qui vont permettre d'aller ouvrir des comptes, de faire un certain nombre de choses, font disparaître un certain nombre de tâches. Et le métier du coup de comptable devient plutôt un métier d'analyste. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le côté augmentation. Quand on parle d'augmentation, c'est-à-dire toutes les technologies qui vont venir aider à améliorer la décision, etc., mais pas que. Si je prends les métiers techniques, alors si je reviens à Engie, comme vous pouvez le voir, notre premier métier, c'est celui de la maintenance, c'est le cœur compétence du groupe, mais également l'installation-construction. Et derrière, ça veut dire que si je prends ces métiers, ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à un cadre ou un exploitant ou un chef d'agence, on va avoir des capteurs sur des usines, sur des collectivités, sur des bâtiments. On va prendre des températures et on va envoyer des techniciens avec un bureau de contrôle, avec des notions d'automatisation. Et derrière, et là, c'est pas du virtuel, c'est de la réalité. Ça existe déjà. Bon, c'est pas encore mis en œuvre, mais ça va arriver. Ce qu'on va sentir venir, c'est que par exemple, le technicien pourra avoir des lunettes avec une représentation en 3D de l'installation, la travailler, et il pourra éventuellement ouvrir une fenêtre avec un expert à distance qui va pouvoir lui dire, l'aider à intervenir, etc. Donc tout ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Et ce que dit cette étude, en fait, par rapport au cadre, c'est que on voit que une manière positive de voir aussi la digitalisation, c'est que ça va augmenter en fait les capacités d'intervention, etc. Mais comment on va accompagner ça et comment nous, donc les cadres, comment vont-ils avoir à faire face à la fois à mettre en œuvre et y réfléchir, et puis deuxièmement, comment eux-mêmes vont devoir s'adapter dans ces compétences-là. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Alors,
attention, certains gourous sur l'évolution des compétences disent que ça doit arriver très très vite. Aujourd'hui, on l'observe peu, hein, c'est-à-dire que y a pas de, on ne voit pas de disruption massive qui arrive. Il y a des métiers qui commencent à se fragiliser. Je parlais tout à l'heure de comptable. On sait aussi que sur des métiers, par exemple, de juriste d'affaires, il va y avoir de l'intelligence artificielle qui va permettre l'analyse du contrat, qui va faire disparaître certaines analyses, etc. Donc, et ça, c'est vrai que c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est vraiment lié à ce que Gilles disait tout à l'heure, c'est que finalement, bon, quand je prends un peu de recul sur ce qui s'est passé par rapport à NJ, depuis 2005, nous étions dans un trend très fort sur le digital. Et donc, c'est vrai que le télétravail, le digital, on a également formé massivement nos managers aux nouvelles pratiques, au mode agile, au design thinking, etc., qui fait que quand est survenue la crise, finalement, les choses, le chiffre s'est fait quasiment immédiatement, c'était assez impressionnant. Par contre, c'est vrai que dans la durée, et je le partage, vraiment le sujet plus du soft skills, de comment je travaille à distance avec mes collaborateurs, comment je maintiens l'engagement de mes collaborateurs, c'est un sujet. Et c'est vrai qu'on est confronté à comment finalement on va être capable de former tout cela. Et la phase d'opportunité que je voyais, c'est comme le trend du digital, en particulier dans des cultures françaises, on ne se reformait pas en digital. Et là, c'est vrai que du coup, aujourd'hui, de plus en plus, on est capable de faire des... Là, on a lancé, nous, un festival en octobre dernier, justement complètement digital. On en relance un en mars avec des tas de nouvelles formations, justement, sur le remote management, le leadership émotionnel, tous ces sujets-là qui vont être utilisés. Dans les trends dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, un des éléments qui est monté par certains patrons a été, le problème du management de proximité et du lâcher-prise des managers qui font du micromanagement, et également le problème pardon, j'ai perdu le fil du coup sur le dernier terme, mais c'est pas très grave. Voilà pour les messages clés que je voulais donner, mais je pense que les cadres, en conclusion, vont être confrontés au sujet. Quand on parle, là, ça donne un élément concret. Quand on parle de l'évolution des métiers, de tout ça, ils vont être confrontés à ça pour eux et pour le collaborateur, et comment ils vont amener ça. Ça, je pense que c'est un enjeu majeur dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Philippe. Gilles, je crois qu'on vous a retrouvé. Si vous pouvez ouvrir votre micro, on vous avait perdu, donc on était embêtés. Oui, moi aussi, je me suis fait éjecter, mais ça y est, je suis revenu. Parfait. On est à quelques jours de la journée de la femme. Et on se demandait, on était même certain que l'APEC avait quelques éléments de données sur finalement l'évolution de la représentativité des femmes au niveau des cadres, de la population cadre, et aussi comment elles vivent peut-être un peu différemment la crise qui est en train de se passer actuellement. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir nous éclairer sur ces éléments. Alors, c'est vrai qu'évidemment, 8 mars oblige, on a sorti hier une étude sur les femmes et hommes cadres avec pas mal d'éléments et pas mal d'éléments quand même qui interrogent, hein, parce que on a tous en tête qu'on est sur un chemin de progression finalement, hein, de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, et notamment, c'est vrai qu'il y a une montée continue de la part des femmes dans la population cadre, donc dans l'accès à des postes plus qualifiés et de plus grande responsabilité. Ça, c'est une réalité qu'on observe nettement au fil du temps. Et pour autant, sur deux éléments qui sont clés, on voit que la situation progresse très lentement, voire les progrès sont presque imperceptibles sur les dernières années. Et ça interpelle. Alors, on a regardé en particulier deux sujets très, très importants. Celui des rémunérations et celui du management ou de l'accès au management. Si on regarde la question des rémunérations, vous avez un visuel là sous les yeux. On a une mesure traditionnelle de la rémunération médiane des cadres. C'est la rémunération annuelle brute, fixe plus variable, en moyenne des hommes et des femmes cadres.
il y a un écart entre hommes et femmes au détriment des femmes de 13%. 52 200 euros de salaire médian annuel pour les cadres hommes et 46 000 pour les cadres femmes, et qui est inchangé depuis 2015. Donc voilà, sur les 5 dernières années, ce différentiel ne s'est pas réduit. Mais évidemment, il intègre des effets dits de structure, hein, parce que on prend l'ensemble des hommes et l'ensemble des femmes cadres, quel que soit leur métier, leur secteur d'activité, etc. Mais plus significatif, c'est l'écart de rémunération entre hommes et femmes cadres à profil et postes équivalents. C'est-à-dire que là, on rentre dans la finesse. On va regarder poste à poste, d'une certaine façon, enfin par grande famille de postes, et par profil équivalent en termes de tranche d'âge, par exemple, et de diplôme. Et là, on voit des écarts salariaux qui restent élevés, 7%, même si c'est moins que 13, évidemment, hein, c'est moitié moins, mais là ce n'est pas les effets de structure qui l'expliquent, hein, c'est vraiment, on est dans des choses qui sont strictement comparables, 7%, et ce chiffre n'a pas bougé depuis 2013. Et Gilles, on a une question dans le fil qui demande finalement, est-ce que l'index d'égalité professionnelle est une mesure fiable, selon vous? C'est une mesure qui a son intérêt et qui permet aussi de faire bouger des choses. Je prends un exemple, on l'a sous les yeux dans le petit graphique que vous avez là, ce fameux 7%. Quand on regarde par tranche d'âge, vous voyez que c'est seulement, entre guillemets, c'est déjà pas négligeable, mais c'est seulement 4% entre hommes et femmes en dessous de 35 ans. Et puis, au fur et à mesure du temps, cet écart s'accroît pour atteindre 12% entre hommes et femmes de plus de 55 ans. Et là, vous avez deux hypothèses finalement, hein. Il y a une hypothèse optimiste qui consiste à dire que finalement, les jeunes générations, on a corrigé en quelque sorte un certain nombre de biais, et donc cet écart va se réduire parce que on a adopté dans l'entreprise finalement des comportements plus vertueux, et que cette jeune génération de femmes est plus attentive et peut-être plus voilà, plus offensive, on va dire, dans ses intérêts en matière d'évolution salariale que les générations précédentes, qui pouvaient avoir finalement un peu être plus résignées par rapport à ça. Et puis, on a une vision moins optimiste qui consiste à dire que simplement les écarts salariaux, ils se creusent avec le temps dans la carrière, et ils se creusent en particulier dans les moments où les femmes connaissent des maternités, des congés de maternité successifs. Donc, pour revenir à l'index, par exemple, le fait de mesurer le fait qu'on ne pénalise pas les femmes du point de vue de leur évolution salariale du fait de leur congé maternité, que par définition, les hommes ne connaissent pas, même on commence à avoir des congés paternité un peu plus significatifs. Mais au global, ça, c'est typiquement une mesure qui devrait permettre d'agir sur cet indicateur. Néanmoins, ce qui est frappant, et d'ailleurs les femmes en sont beaucoup plus conscientes que les hommes, elles ne sont que 14% les femmes à dire que eh bien, depuis 5 ans, les inégalités entre hommes et femmes se sont réduites, là où leurs homologues masculins ont la perception qu'elles se sont réduites dans une proportion de 41%. C'est assez frappant dans notre enquête. C'est un des endroits où cette différence finalement est la plus forte entre les réponses des hommes et les réponses des femmes sur la perception de la réduction des inégalités. Et l'autre volet de l'enquête, c'est sur l'accès au management. Là, c'est des choses qui n'avaient jamais été faites, me semble-t-il, hein. Donc, c'est vraiment des données assez originales, on va dire, dans lequel on regarde, OK, la part des hommes et des femmes qui font du management quand ils sont cadres. Eh bien, il y a un chiffre global qui montre que
les femmes ont accès dans une proportion un peu moins importante à des fonctions de management que les hommes. Hein. Mais quand on creuse concrètement ce que sont leurs responsabilités de management, puisque voilà, 35% des femmes cadres ont une responsabilité de management et 43% des hommes cadres, donc un peu moins pour les femmes, mais c'est pas, l'écart n'est pas colossal. Par contre, l'écart est plus important quand on regarde à l'intérieur de cette responsabilité de management. Par exemple, est-ce qu'on encadre une équipe de plus de 10 personnes? Eh bien, c'est 52% des hommes cadres et 35% seulement des femmes cadres. Est-ce qu'on manage des managers, hein? Est-ce qu'on encadre des cadres aussi? Là, vous voyez l'écart entre hommes et femmes également. Est-ce qu'on gère un budget? Est-ce qu'on a la responsabilité d'un PNL? Et là, l'écart est beaucoup plus significatif. Presque un homme sur deux qui fait du management gère un PNL et seulement une femme sur trois. Donc, là, évidemment, on focalise beaucoup l'attention, et c'est dans le débat, et c'est un bon débat qu'il faut avoir, sur la part des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, dans les COMEX, mais il faut regarder évidemment ce qui se passe juste en dessous du COMEX, dans les postes de management qui sont l'antichambre en quelque sorte, hein, de responsabilité de COMEX. Et là, on voit d'une part une considérable concentration des femmes dans un certain type de fonctions. Là, bon, les ressources humaines, on parle ici à des DRH. Hein. Les femmes sont tout à fait surreprésentées dans le management enfin, dans l'emploi cadre sur les fonctions RH, 62%. 67% dans le champ des métiers de la santé, du social, du sanitaire et social, 60% dans les métiers de la communication et de la création. Et puis, voilà, c'est à peu près moitié-moitié en gestion, finance, administration. Et dès qu'on passe dans les fonctions du commercial, du marketing, là, les femmes sont sous-représentées, elles sont 36%, 30% dans les services techniques, 28% en R&D, 18% dans l'informatique et dans les cadres de l'informatique et 15% dans les cadres de la production industrielle des travaux chantiers. Donc, il y a à la fois cette concentration et qui va se traduire par le fait que oui, on féminise les instances de direction, mais enfin, on les féminise surtout dans les fonctions de RH, de communication et un peu d'administration, finance, secrétariat général, etc. Et puis, d'autre part, par le fait qu'il y a, encore une fois, dans ce qui prépare le mieux finalement à ces responsabilités dirigeantes dans une entreprise, par exemple le fait d'avoir fait ses preuves dans la gestion d'un business ou d'une business unit, eh bien, on voit que l'accès des femmes à ces fonctions-là ne se fait pas autant. Et donc, c'est le vivier finalement qu'il convient d'alimenter par rapport à ça. Alors, dans cette même enquête, finalement, on voit que deux choses. D'abord, qui sont les acteurs les mieux à même de faire avancer l'égalité professionnelle entre hommes et femmes selon les cadres? Massivement, en premier, aussi bien les hommes que les femmes disent c'est les entreprises elles-mêmes, c'est les dirigeants des entreprises. Hein, c'est pratiquement 55% et c'est presque pareil entre hommes et femmes. Les ressources humaines, 41%. Donc, on attend des choses des RH hein, dans ce domaine. 45% des femmes, 39% des hommes. C'est ce qui vient en numéro 2. Les managers en numéro 3. Et puis, les pouvoirs publics, ça vient plus loin. C'est en 4e position, c'est seulement 22% qui attendent ça. Et puis, les organisations syndicales, c'est encore moins, 12% chez les femmes, 15% chez les hommes. On voit bien que c'est d'abord la responsabilité des dirigeants de l'entreprise et de la fonction RH de faire avancer les choses. Et enfin, dernier élément que je voulais souligner dans cette enquête, c'est ce que vous avez sous les yeux.
Bon, ça, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur la perception de la réduction des inégalités, mais il y a sur la question des quotas de femmes dans les comités de direction, hein, qui est évidemment un sujet qui monte. On a fêté l'anniversaire de la loi Copé-Zimmermann, on a vu les résultats que ça permettait de produire dans les conseils d'administration. Il n'y a personne pour expliquer aujourd'hui que les administrations enfin les entreprises sont moins bien administrées depuis qu'il y a plus de femmes dans les conseils d'administration, heureusement. Et donc, pourquoi pas la même chose dans les COMEX demain. Alors après, on sait que c'est moins simple, hein, évidemment, mais il y a là une thématique qui, quand on interroge les cadres, divise, ne fait pas l'unanimité, mais malgré tout est à un haut niveau. Au global, 41% des cadres y sont favorables à la mise en place de quotas de femmes dans les comités de direction, 34% des hommes cadres et 52% des femmes cadres, donc une sur deux, c'est très significatif. Et c'est même pratiquement 6 sur 10 dans la tranche d'âge des 35-54 ans, qui sont probablement les plus directement concernés, on va dire, par cette problématique d'accès à ces postes de responsabilité. Donc finalement, je pense que cette thématique d'imposition finalement, hein, est en train de faire son chemin, et en tout cas elle n'est pas rejetée du tout par les femmes cadres, et elle est également soutenue par une proportion d'hommes qui, si elle reste minoritaire, n'est pas du tout négligeable. Merci beaucoup, Gilles. On a la chance d'avoir Jean-Dominique également avec nous aujourd'hui. Jean-Dominique, ce sujet de la carrière des cadres, des évolutions de compétences, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui qui ressort aussi dans le cadre du dialogue social? Est-ce que les élus, il y a une thématique de dialogue autour de ces sujets aujourd'hui, et sur finalement où les élus aujourd'hui portent leur attention? Il y a une question que je voulais poser à Gilles, mais il a un peu évoqué tout à l'heure, qui est celle de la situation des femmes, en particulier sur les nouvelles embauches, parce que tu donnais tout à l'heure ton graphique des créations d'emplois, enfin, avec les creux qu'on a rencontrés à partir du mois d'avril, et la remontée qu'il y a eu, mais est-ce qu'on sent là aussi comment dirais-je, une différence entre les créations d'emplois de jeunes cadres hommes et de jeunes cadres femmes? Est-ce que de ce point de vue-là aussi, il y a des inégalités qui perdurent? Alors, il faut évidemment il faudrait pouvoir faire la part des effets, on va dire, un peu sectoriels. Par exemple, il y a un seul secteur dans lequel la dynamique des embauches reste forte, et plus forte même en 2020 qu'elle ne l'était en 2019. C'est tout le champ de la santé et du sanitaire et social. Nous, on est à plus 15% sur les offres dans le champ santé et sanitaire et social, versus, je l'ai dit tout à l'heure, moins 30% en moyenne sur les offres cadres l'année dernière. Or, ce sont des secteurs, on le sait, plus féminisés, donc qui vont avoir tendance à favoriser, on va dire, l'embauche de femmes par un effet sectoriel. À l'inverse, dans des secteurs moins féminisés qui ont beaucoup ralenti les embauches, on aura des impacts qui sont plutôt sur les hommes. Moi, j'ai pas d'études, on n'a pas d'études à l'APEC qui ont regardé spécifiquement sur les flux d'embauche dans la crise, ce que ça a pu donner. J'ai vu passer hier ou avant-hier une étude, alors qui n'est pas tout à fait dans les standards, on va dire, scientifiques qu'on applique à l'APEC. C'était pas voilà, une enquête avec un sondage représentatif et une vision totalement représentative. C'était sur 700 jeunes, je crois, diplômés dans une enquête un peu en ligne, qui était une enquête du Syntec Conseil.
qui avait tendance à montrer que les femmes, effectivement, jeunes diplômées femmes, avaient été plus impactées par la baisse des embauches que les hommes, puisque leur taux d'emploi avait diminué en février. Enfin, c'est une enquête qui a été menée en février là, sur 750 jeunes. Le taux d'emploi des jeunes filles avait baissé davantage que celui des jeunes garçons à la sortie des études. Voilà. Mais il faudrait corroborer ça avec des études qui pourraient se faire ultérieurement. Est-ce qu'on retrouve un phénomène finalement embauche plus rare égale plus de sélectivité égale moins de chances données aux jeunes filles par rapport aux hommes dans l'embauche? Merci Gilles. Peut-être Marie, tu es la directrice de notre activité sur la performance sociale. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu quelques éléments sur les conditions de travail des cadres? Je sais que tu travailles beaucoup autour des sujets d'organisation du travail. Et est-ce que tu as quelques éléments à nous partager? Oui. Oui, alors déjà peut-être quelques mots sur la période qu'on a traversée, bien évidemment, l'année 2000 et le début de l'année 2021 en matière de conditions de travail ont été particulièrement durs pour les cadres, mais pour tous les collaborateurs. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de spécificités et d'évolutions majeures pour la population des cadres. Alors, s'agissant des spécificités, on a une spécificité française qui consiste en l'écart entre la durée du travail des cadres en France et celle des autres collaborateurs. Un cadre va travailler en moyenne 200 heures de plus que les autres collaborateurs de l'entreprise. Donc, la durée de travail des cadres est de 1850 heures contre une durée de travail des autres collaborateurs autour de 1650 heures, ce qui est au demeurant la durée la plus faible de l'Union européenne, les 1650 heures, alors que le niveau de travail des cadres est relativement comparable à ce qu'on peut observer dans les autres pays européens. Donc cet écart et cette charge de travail pour les cadres assez française finalement est une spécificité assez forte. Autre spécificité qu'on pouvait noter en fait dans l'organisation du travail des cadres, c'était, mais qu'on retrouvait par ailleurs dans d'autres pays européens, c'était l'accès au télétravail. Donc là, il y a eu une explosion. Il y a quelques années, donc avant la crise, on était autour de 11% des cadres, enfin des salariés qui télétravaillaient régulièrement, 11% des cadres qui télétravaillaient régulièrement, c'est-à-dire à hauteur de au moins un jour par semaine. Et notamment, ça ressort de l'étude de l'APEC, il y a une volonté de 79% des cadres qui souhaitent continuer à télétravailler régulièrement. Donc, on voit, on le sait, il y a eu une explosion massive du télétravail pendant la crise de la Covid-19 actuellement, parce que le télétravail est un dispositif barrière qui permet de protéger les salariés et d'assurer la continuité lorsque c'est possible, quand elle peut être dématérialisée. Et donc, il y a ce mouvement un peu inexorable qui va vers plus de télétravail dans nos organisations actuelles. À cet égard, et pour rebondir sur l'importance du dialogue social, pour encadrer ces évolutions, depuis le début du confinement, on a quand même plus de 1000 accords qui ont été signés. Voilà, et qui sont en cours de signature sur ce sujet. Donc, on voit l'importance que les parties prenantes parties prenantes du social, attachent à encadrer cette évolution majeure de l'organisation du travail des cadres. Et il y a quand même un besoin d'encadrement, car même si c'est assez plébiscité par toutes les catégories de collaborateurs, l'usage du télétravail, ça présente tout de même quelques risques. Alors, il y a un risque qu'on a évoqué il y a quelques mois, qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui dans un certain nombre d'études, c'est quand même le risque de délocalisation des emplois qualifiés qui jusque-là étaient ceux pour lesquels ces délocalisations étaient moins massives. Donc, on a différentes études en la matière et des scénarios plus ou moins optimistes. Donc, dans la période actuelle, on peut espérer rester sur le scénario le plus optimiste qui verrait plutôt dans la mondialisation digitale une opportunité en termes d'emploi
l'emploi pour ouvrir plus largement en fait, l'accès à la digitalisation en France pour des petites structures qui ne pourraient pas avoir ces emplois qualifiés et donc des synergies positives sur le marché de l'emploi. Reste qu'il y a quand même cet écueil à avoir en tête avec une généralisation massive du télétravail. Donc ça, c'est un point qui renvoie à la question de l'employabilité, de l'emploi, du marché du travail des cadres. Mais il y a bien évidemment une autre dimension qui est fondamentale dans l'organisation du travail et dans le chamboulement qu'elle a vécu via la crise sanitaire. C'est la question des pratiques managériales en cas de télétravail. Donc là, Gilles Gâteau l'avait évoqué. On est dans un contexte sanitaire qui est un contexte social extrêmement complexe et les choses se sont beaucoup accélérées. Un certain nombre de cadres mettent en exergue reconnaissent que le management doit évoluer pour faire face justement à ce déploiement massif du télétravail. Et effectivement, la question de la cohésion d'équipe est fondamentale. Donner les moyens aux managers, donc qui sont tout de même la colonne vertébrale des organisations, de pouvoir maintenir l'engagement de leurs collaborateurs dans une période où la distanciation physique est tout de même très importante. D'où l'importance de la formation, des sensibilisations, et également, au-delà de la question purement managériale et des rythmes managériaux, il y a aussi, en la période actuelle, la question de la prévention des risques psychosociaux, qui est fondamentale pour cette population et pour tous les collaborateurs au demeurant, dans la mesure où les contraintes actuelles, avec les incertitudes sur l'évolution du marché de l'emploi, les incertitudes sanitaires, est-ce que est-ce que mes proches ou moi-même allons tomber malades, et également la réduction des possibilités qu'ils ont, des moyens qu'ils ont pour faire face à ces contraintes d'habitude, donc l'absence d'échanges informels, de moments de dépressurisation, fait qu'il y a quand même une montée assez forte de la question des risques psychosociaux, et un point important pour les entreprises, c'est vraiment d'accompagner les collaborateurs dans la prévention de ces risques psychosociaux. Et tout ça est assez fondamental parce que, effectivement, comme Gilles Gâteau l'évoquait également en introduction, la question de la cohésion sociale est particulièrement importante dans la période actuelle. Et il ne faudrait pas que le sentiment de fracture sociale s'accentue entre les différentes catégories de population. Et effectivement, en ouvrant plus largement l'accès au télétravail, à des conditions de travail qui peuvent être upgradées, notamment l'étude de l'APEC mettait aussi en exergue qu'un certain nombre de cadres aimeraient aller s'installer au vert. Un certain nombre d'entreprises sont en train de repenser leurs locaux et il y a un risque d'effet château par rapport à d'autres populations dont les conditions de travail ou dont les locaux ne seraient pas améliorés. Donc, tous ces enjeux doivent être au cœur des réflexions des parties prenantes du social pour justement maintenir le lien social et dans la structure, l'entreprise, mais également dans la société. Merci beaucoup Marie. J'ai été relancée et on m'a vertement réprimandée dans le chat pour dire que Jean-Dominique n'avait pas répondu à ma question. Jean-Dominique, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le point de vue des représentants du personnel sur ces sujets et notamment, je dirais, l'exercice de la responsabilité managériale à distance et en fait l'ensemble des sujets que ça peut supposer aussi sur l'organisation du travail pour les collaborateurs. Il y a tout ce que vient d'évoquer Marie sur ce dont parlait Gilles, à savoir la cohésion sociale. On a beaucoup quand même, il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les représentants du personnel, mais même dans les entreprises elles-mêmes, sur la façon dont on peut appréhender les mois qui viennent en termes d'emploi. Alors, pas simplement l'emploi pour les catégories qui sont non cadres, mais aussi l'emploi pour les catégories cadres. Et comment vont réagir les cadres quand on va rentrer dans certains endroits ou dans certaines professions dans le dur, comme on dit. C'est-à-dire, quelle va être un peu la réaction? Et de ce point de vue-là, il y a pas mal d'interrogations du côté des représentants du personnel et même des organisations cadres. Moi, je suis surpris du fait qu'on n'a pas de gros conflits qui sont... il n'y a pas de gros conflits sociaux pour le moment. On peut d'ailleurs se féliciter de la façon dont les choses ont été réglées jusqu'à présent. Mais là où il y a quand même des conflits sociaux, on s'aperçoit que les cadres, alors
on n'est pas sur les aspects sanitaires, hein, ni d'activité. Mais je prends l'exemple d'une entreprise que Gilles connaît bien, EDF. On voit que les cadres, ils sont quand même un peu partie prenante, ou tout du moins un peu même à la pointe du combat social contre les modifications, les restructurations, ou tout du moins les chamboulements que cette entreprise doit rencontrer dans les mois qui viennent. Donc, ce n'est pas une population qui risque d'être à côté de situations sociales complexes. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Et d'ailleurs, on le voit bien même dans la façon dont l'organisation des cadres, la CFE-CGC, se comporte dans les entreprises, dont elle progresse aux élections professionnelles ces dernières années. C'est aussi révélateur d'un état d'esprit. Je crois qu'il y a pas mal d'inquiétudes, il y a pas mal de questions qui se posent, et peut-être que les entreprises feraient bien de veiller aussi à ce que cette catégorie de salariés qui est de plus en plus importante, on le voit bien dans des secteurs, enfin Philippe Perret l'évoquait aussi chez Engie, dont cette catégorie de salariés se positionne aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu pleinement à ta question, Sophie. Tout à fait, je te remercie beaucoup. Pour continuer ces échanges, je voudrais demander à Philippe Perret, on avait échangé en préparation de cette table ronde un petit peu sur les enjeux de transformation des métiers de cadre, et notamment celle des fonctions centrales, sur lesquelles, Philippe, vous disiez qu'il y avait des vrais enjeux de compétences, pas forcément ceux qu'on pensait. Et ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu que vous nous détailliez ces éléments-là et que vous nous disiez un petit peu comment est-ce que Engie y fait face, ou en tout cas, quelles sont les problématiques que ça soulève et auxquelles vous allez devoir finalement répondre dans les mois et dans les années qui viennent. Oui, en effet, et puis ça fait un peu le lien d'ailleurs avec ce qui vient d'être dit, hein, c'est que, alors, de fait, à partir du moment où nous, on avait mis en place des dispositifs d'employabilité, avec notamment Engie Mobility, c'était vraiment aussi ça, c'est-à-dire que de défendre l'ADN du fait qu'on va travailler l'employabilité des collaborateurs, on va aider à justement accompagner ces transformations-là, et ce qui nous a permis, nous, à passer des phases avec des transformations assez majeures, sans impact sociaux particulier, et avec vraiment un accompagnement des collaborateurs. Mais ça nécessite d'avoir une structure et une prise de conscience du management, qui parfois d'ailleurs est vécue par des internationaux comme assez différenciant par rapport à la France. Je fais une parenthèse, il y a des approches internationales beaucoup plus trash qui ne comprennent pas ces approches-là. Et là, la discussion, elle a porté sur le fait que quand on est à la limite du système, puisqu'on travaille nous vraiment sur l'évolution de la culture de mobilité, on s'aperçoit que les aires de mobilité dans lesquelles les gens, c'est un peu technique RH, mais dans lesquelles les gens se situent sont des aires courtes. C'est-à-dire qu'on n'est pas en France dans une approche de reformation. Les gens se reforment assez peu. Il y a très peu de passerelles. Alors, on parle de temps en temps de passerelles métiers pour les data scientists, des choses comme ça, mais qui sont franchement, il y a 20 personnes. Enfin, c'est pas à l'échelle. Et donc, c'est pour ça que nous, vraiment, dans les réflexions et dans les sujets, c'est-à-dire que face en effet à cette évolution et à cette demande sociale de prise en charge et d'accompagnement, on a ce sujet, nous, c'est un sujet important de comment on va aider finalement à évoluer, à trouver des bonnes passerelles pour évoluer sur les métiers ou à se reformer ou à développer des nouvelles compétences. Et ça, c'est un sujet de réflexion de fond pour nous aider à vraiment passer importants qui sont devant nous et qui sont bien expliqués sur les interrogations et les inquiétudes qui sont, puisque de plus en plus, on parlait des compétences et des soft skills, on est dans une approche où les cadres tous s'accélèrent beaucoup et doivent s'adapter en permanence, bouger, il y a des transformations permanentes, la gestion de l'incertitude est totalement quotidienne. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que je dirais, nous, on avait mis en place des passerelles qui ont plutôt fonctionné sur des populations de techniciens. On en a fait 450 depuis 2019, mais très peu sur les populations cadres. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des enjeux, un des enjeux que l'on poursuit. Alors, moi, là, ce que je posais par rapport à ça, et c'était ça notre discussion, je vais prendre un autre exemple. Au niveau de l'Europe, on est dans un groupe de travail au niveau de la Commission européenne où il y a une volonté de reformer 1 million de personnes au niveau de l'Europe pour justement ramener des populations qui sont dans des emplois en difficulté vers d'autres. Mais c'est des sujets assez massifs, complexes, etc. Et les entreprises ne savent pas toujours bien faire, et c'est des bonnes idées sur le papier, et comment on arrive. Et moi, je posais c'était ça dans notre sujet de discussion. Alors, ça oriente un débat un peu plus technique sur le sujet des compétences. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que les technologies qui sont en train d'arriver, et moi, c'est un peu ça, je fonde mes espoirs là-dessus. Je rêve d'approches où le manager cadre
et le collaborateur, vont apparaître des technologies qui permettront de vraiment être en capacité d'aider à la personnalisation de son parcours professionnel. Et alors, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat quelles sont les 5 compétences, les soft skills, etc. C'est vraiment, moi, ce que j'appelle parfois un peu de la RH-erie, dans le sens où moi-même, ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets de compétences, mais c'est compliqué. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, vont, j'espère, à un moment, à un niveau plus global, nous aider à vraiment faire en sorte que le collaborateur puisse avoir conscience de ses compétences, qu'elles soient exercées ou pas, et puis connaître les écarts entre ses compétences et le poste d'aujourd'hui, mais également il anticipe les évolutions du poste de demain, et qu'en plus, il puisse travailler, pourquoi pas, sur une aire de mobilité beaucoup plus large, parce que grâce à ces soft skills, il va se rendre compte qu'il peut faire un métier totalement différent, alors que le système aujourd'hui ne permet pas trop. Et là, derrière, pour ça, également, le troisième élément d'opportunité dont on doit parler dans les trends, c'est que c'est comment on le fait. Et l'auto-formation, la formation, le digital, tous ces sujets-là vont être des sujets qui, à mon avis, vont accélérer ça. Par contre, aujourd'hui, il y a un certain nombre de startups comme on a mis des pilotes en place, Wooz, 365 talents, etc. Vous-même, vous avez des solutions qui sont là pour essayer d'aider à travailler sur ces sujets, mais qui, pour moi, ne sont pas encore à maturité. Les intelligences artificielles, ça fait 3 ans qu'elles commencent à travailler. Les systèmes ne sont pas encore mûrs. Et c'est vrai que le sujet, c'est quand on parlait d'expérience collaborateur tout à l'heure, c'est comment le manager, au final, il est capable de l'utiliser pour aider les compétences de ses collaborateurs, pour travailler sur lui. Ça, c'est vraiment les sujets d'après. Et c'est là-dessus. Et nous, aujourd'hui, comment moi j'attaque ça, c'est qu'on essaie de travailler les fondations qui vont nous aider à intégrer ces futures technologies pour qu'il y ait cette accélération et travailler culturellement pour qu'elles soient acceptées dans le futur. Ça, c'est vraiment les sujets. Puis, je donnerai un exemple. Hier, j'étais avec une start-up qui apparemment est qui a beaucoup de félicitations par rapport à ça. C'est Goshaba avec Jamil Kemal qui me présentait ça, où il a par exemple quelque chose sur les soft skills qui est assez nouveau, où on a maintenant des systèmes qui vont nous permettre de faire des évaluations en 15 minutes sur du gaming ou 45 minutes pour des populations plus complexes, avec des éléments de prédictibilité, de compétences qui vont aider les managers à positionner beaucoup mieux les collaborateurs par rapport aux enjeux dans lesquels ils se situent. Et ça, c'est des choses assez révolutionnaires. Quand je parlais tout à l'heure d'augmentation, ça veut dire que le manager, il va pouvoir avoir des outils de prédictibilité plus forts, plus intéressants, et lui-même va pouvoir se former, sachant qu'en termes de soft skills, il y a certains, on peut s'en former, d'autres, on est tel que l'on est. C'est un peu ça l'évolution pour moi. Et c'est vrai que ces enjeux-là, pour accélérer toutes ces transformations, aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu dans des approches artisanales, sur des pilotes ou sur des endroits. Il y a vraiment un grand travail et je pense que les 2, 3, 5 ans à venir vont être assez révolutionnaires sur ces sujets-là dans la fonction. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que je pense que la fonction RH a joué un rôle important. Et puis, un autre élément d'espoir, c'est que, également, hier, dans la discussion, il me confiait que les dirigeants du CAC 40 aujourd'hui s'intéressent au sujet des compétences. C'est-à-dire que la compétence est maintenant au cœur de la stratégie. C'est-à-dire que beaucoup de dirigeants ont compris que le sujet de la compétence, de l'adaptation des compétences de ses collaborateurs, en particulier de ses cadres, elle est fondamentale. Et donc, ça, c'est extrêmement riche. Je pense que pour nous, c'est porteur de notre fonction, mais c'est très exigeant, parce que derrière, les dirigeants sont en attente, qu'on soit en capacité de prendre ce sujet-là. Or, aujourd'hui, c'est vrai que les technologies ou les sujets sont complexes. Voilà, c'est ça mon propos, mais je trouve que c'est passionnant. Et c'est un peu décorrélé, même si je pense que de la crise d'aujourd'hui, parce que je pense que c'est un trend de fond, même si la crise d'aujourd'hui, pour moi, est plus une opportunité d'accélération. Sophie, ton micro est coupé. Oui. Excusez-moi. On a quelques questions pour vous dans le chat. Une question sur finalement, qu'est-ce que concrètement vous avez fait pour former les managers à la distanciation du management et aussi à l'automatisation des tâches qui ont été mises en place finalement cette dernière année. Et puis également, on parle des outils digitaux, on parle de la formation des cadres, mais les cadres encadrent des techniciens. Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi plutôt les techniciens qu'il faut former aujourd'hui et sur lesquels il y a une vraie priorité? Et je crois que la dernière, une autre question était sur jusqu'à quel âge vous formez. La première question, rappelez-moi juste… La première question, c'était quelles actions concrètes vous avez mises en place finalement pour former les managers? Oui, alors en fait, j'en ai parlé très brièvement tout à l'heure, mais ça a été vraiment un sujet. Donc, notre directeur de l'université, on avait l'habitude de faire 2-3 fois par an des
grands forums locaux qu'on faisait à Paris, aux États-Unis, Houston ou à Singapour, sur lequel en fait on essayait de créer un hub de formation, on poussait vraiment les cadres, les managers à se former sur un certain nombre de choses. Et il y a un programme emblématique chez nous qui s'appelle Co-Leader, qui est là pour justement, qui est un programme assez généraliste, mais qui permettait de travailler sur les nouvelles méthodologies de management, d'ouverture d'esprit, comme je l'ai dit, que ce soit autour de la méthode agile. On voit que la méthode agile, quand on a travaillé le premier sujet, c'est aussi de comprendre que finalement, il faut mettre les conditions de la confiance au sein de ses équipes. Donc ça veut dire qu'il faut du lâcher prise au niveau managérial, par exemple. Mais il y a aussi le design thinking qui oblige à repenser sa méthode de process. On s'est également ouvert à des nouvelles méthodes comme l'entreprise libérée, les holacraties, etc. Donc c'est vrai que ça a été un premier trend. Deuxièmement, il y a une totale remise en question en fait, de notre université qui du coup a vu disparaître tous ces formations présentielles en 2020 et qui du coup s'est remise en question en créant un festival qui durait une semaine complète, qui a fait un énorme buzz, et c'était très intéressant. Et ce festival où on a une fabrique à formation digitale qui a lancé énormément de formations sur le sujet et qui a été fait en octobre dernier. Et là, en mars, il y a donc un nouveau festival qui est lancé et à l'intérieur sont apparues une petite dizaine de nouvelles formations comme le remote management, le management émotionnel, etc. Donc tout ça, je trouve que c'est intéressant parce que notre fonction RH est très challengée dans ces moments-là, mais cette capacité qu'a eu notre université à s'adapter et à rapidement amener des nouvelles choses est intéressante. Après, je pense que ça n'a rien de... Beaucoup d'entreprises sont exactement dans les mêmes trends. Et moi, j'ai vu comme une opportunité d'ailleurs, une vraie opportunité finalement d'accélérer la digitalisation de nos formations, de plus performer sur ce sujet, qui était notamment sur des cultures françaises ou européennes, où les gens se reformaient assez peu sur du e-learning. Là, on a une vraie accélération sur ces sujets. Donc ça, c'est sur le premier sujet. Donc on est en train de mener un certain nombre de choses. Et puis, mais comme je l'ai dit, notre culture a fait qu'on a moins besoin de le faire que dans d'autres industries, moins en avant de par certaines évolutions stratégiques. Sur les techniciens, oui. Alors nous, on a... Oui, absolument. Alors, on a la chance d'avoir mis en place des ambassadeurs techniciens, qui est quelque chose qui est en train de se déployer un peu partout dans le monde, parce que notre cœur de compétence, c'est les techniciens, comme je l'ai montré tout à l'heure, les techniciens de maintenance, c'est le cœur de compétence du groupe. Et ces ambassadeurs techniciens, dans un mode assez différent que ce qu'on peut connaître dans les compagnonnages type Bouygues, etc., c'est que c'est vraiment au volontariat des techniciens qui a développé la fierté d'appartenance, amélioré la rétention. Et c'est vrai que ces techniciens, par exemple, on a eu besoin pendant cette période de faire des chats où on leur demandait de venir et ils ont parlé directement avec l'un des directeurs généraux de notre entreprise pour discuter des sujets. Et on a eu un warning qui a été fait à ce moment-là pour comprendre qu'il y avait vraiment, quand on parlait tout à l'heure de ce climat social, il s'était passé une vraie différenciation entre les cadres et les techniciens qui étaient parfois laissés de côté en chômage partiel et en difficulté. Il y a eu ce moment de communication. Et derrière, il y a un autre sujet, et c'est vrai que c'est aussi l'informatisation et toute l'arrivée de ces technologies auprès des techniciens, où nous, on avait encore, il y a 2-3 ans, beaucoup de techniciens qui n'avaient pas d'outils informatiques, même s'ils le pratiquaient. Mais ça, il y a vraiment une accélération, oui. Et avec aussi le constat très proche, c'est que entre la population technicienne et cadre, les écarts sont parfois très courts, voire il n'y a quasiment pas de différence. Voir une session complète comme celle-ci avec que des techniciens marche tout à fait. Ça lève aussi toutes les objections qu'on pourrait avoir. Et puis sur le sujet de l'âge, je n'ai pas de statistiques. Bon, je ne peux pas tellement vous répondre sur le sujet. C'est vrai qu'on est sur des gros programmes de diversité dans tous les sens chez nous. Non, je ne saurais pas vous répondre. Je pense que de toute manière, à partir du moment où, quand on parle de culture d'employabilité, elle est aussi à tout âge, en effet. Et c'est vrai que sur l'arrivée de nouvelles technologies, ça impacte aussi sur des modes de management qui sont ancrés depuis des années, qui nécessitent des remises en question. Et donc, quand on a lancé ce programme de management Co-Leader dont je parle, ça avait aussi pour but de ramener à l'équilibre et d'aider les gens à se repositionner sur des pratiques qui sont en train d'arriver, sur lesquelles on est obligé de s'investir. J'espère que ça semble répondre à vos questions. Oui, très bien. Il y a encore quelques questions, mais je vais être obligée de conclure là parce qu'on va dépasser autrement le temps de disponibilité de tout le monde et je vais redonner la parole à Aurélie pour la conclusion. Merci Sophie. Je vais d'abord remercier nos intervenants. Merci Gilles, merci Philippe, merci Marie, merci Jean-Dominique pour ces riches échanges.
pour ma part, j'ai retenu 4 idées. La première, qui est que la crise crée des barrières à l'emploi et qu'on a une vraie différence de traitement, si je veux dire comme ça, entre les cadres en poste qui sont plutôt protégés, en tout cas dans leur emploi, grâce aux amortisseurs, alors que ceux qui étaient sans emploi ou ceux qui, jeunes diplômés, essayaient d'entrer sur le marché du travail ont beaucoup plus de mal. Une fois qu'on a dit ça, il n'empêche que la crise transforme quand même profondément le rôle des cadres et notamment le rôle des cadres managers, puisque la cohésion d'équipe, peut-être même la cohésion d'entreprise, pour ne pas parler de la cohésion sociale, repose en partie sur leur capacité à la maintenir, tout cela avec la distance physique qui est imposée par la crise sanitaire, qui est quelque chose qu'ils n'ont absolument pas l'habitude de faire. Je retiens aussi que les femmes cadres s'en sortent quand même moins bien que les hommes cadres dans la crise, ce qui renforce la nécessité de continuer à lutter contre les inégalités hommes-femmes, notamment comme c'est prévu dans le programme législatif au niveau du COMEX, du CODIR, mais aussi à l'échelon d'en dessous. Et enfin, je retiens que l'accélération de la transformation technologique, digitale, induite par la crise, elle a permis, et c'est plutôt une bonne nouvelle, une accélération du développement de la formation en ligne, ce qui permet de doter rapidement les gens de nouvelles compétences, et notamment de soft skills dont ils ont besoin. Et je note enfin qu'elle se manifeste moins rapidement qu'annoncé par certains pour ce qui est de l'obsolescence des compétences et de la transformation des métiers. J'ai été frappée par ce que disait Philippe sur le fait que finalement, en fait, certains gourous annonçaient que c'était imminent et qu'en fait, c'était apparemment un enjeu de plus moyen terme que ce que disaient certains alarmistes. Voilà. Je vous remercie infiniment à vous tous qui nous avez écoutés et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode de nos conversations digitales. Très bonne fin de journée. Merci. Effectivement, le Merci. Merci. Le prochain. Merci Aurélie, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci Au revoir à beaucoup. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.